Tonio, c'était le meilleur joueur de piano à bretelles de toute la région. Le piano à bretelles, l'accordéon. Ouais. Il jouait des valses et des polkas et des mazurkas toutes plus endiablées les unes que les autres. Partout, il faisait guincher les filles et les garçons. Il était invité pour les fêtes patronales, pour les bals populaires, pour les anniversaires, pour les mariages, même parfois pour des enterrements. Il était réputé. Il était attendu. Il allait à pied de village en village dans la région, enfin là où on l'invitait à venir, là où on le payait pour ça. C'était son métier à Tonio. Cette fois-là, Tonio, il avait fait guincher les filles et les garçons pendant 3 jours à l'occasion d'une fête patronale, une des dernières de l'année, une qui a lieu au tout début de l'hiver. Ça faisait 3 jours et 3 nuits qu'il faisait guincher filles et garçons et ça y est, la fête patronale était terminée et il s'en rentrait chez lui. À pied ? Ouais, à pied. En ce temps-là, pas de scooter, pas de TER, pas de voiture, même pas de vélo, non. Tonio allait travailler à pied. Il prenait les chemins de colporteurs, les chemins de contrebandiers, les chemins de pèlerins, les chemins de chèvres. Il était là, sur le chemin du retour. Oh, il était bientôt arrivé, oui, il était dans le bois. Après le bois, il y avait une pâture traversée par le chemin, là, et puis le village. Il était bientôt arrivé. Comme c'était le début de l'hiver, oui, il avait beaucoup neigé. Il y en avait de plus en plus de la neige. Tonio s'enfonçait dans la neige. Dans le bois, dans la nuit, il a tout d'abord vu briller 2 yeux, et puis 2 autres, et encore 2 autres, 3 paires d'yeux, 3 loups. Tonio, il n'a pas trop réfléchi, il a visé, il a grimpé dans le premier arbre qui s'est présenté à lui. Un arbre fourchu. Il s'est mis dans la fourche. Je sais pas si vous êtes déjà grimpé dans un arbre fourchu, mais c'est pas très agréable, c'est un peu serré. Mais il était là, il n'y pouvait rien, et puis les loups, les 3 loups, l'attendaient en bas. Il avait froid, Tonio. De plus en plus froid, dans la nuit, à pas pouvoir bouger. Les 3 loups attendaient toujours en bas. Tonio, il avait froid, puis il avait les chocottes. Il avait les boules, il avait les glandes, il avait les crottes de nez qui pendent. Quand on a froid et qu'on a peur, on tremble. Alors à trembler ainsi, en fait, ça a fait bouger son piano à bretelles contre le tronc de l'arbre, et son piano à bretelles s'est mis à grincer, à faire quelques notes. Aux premières notes, les loups en bas, ils ont eu un drôle de comportement. Ils se sont mis à hurler, mais pas à hurler comme, comme des loups rebelles, comme des loups costauds, comme des loups à qui on la fait pas, non. Ils se sont mis à hurler comme des loups qui, eux aussi, ont les boules, ont les glandes, ont les crottes de nez qui pendent, ouais. Alors Tonio, oui, il a eu l'idée. Tant qu'il a pu, il a enfilé son piano à bretelles, franchement. Il l'a empoigné, et il s'est mis à jouer de la musique, il s'est mis à jouer des valses, et des polkas, et des mazurkas, toutes plus endiablées les unes que les autres. Les loups, ils n'ont pas demandé leur reste. Ils sont partis, ils ont déserté la place, ils ont pris la poudre d'escampette, leurs pattes à leur cou, ils ont débarrassé le plancher. Alors, Tonio, vainqueur, a sauté de son arbre refuge. Par terre dans la neige, ça lui arrivait presque à mi-cuisse, mais c'est pas grave. Il a traversé la forêt en jouant les valses et les mazurkas et les polkas, toutes plus endiablées les unes que les autres. Et puis il a trouvé la pâture, le chemin dans la pâture, et puis son village, et puis sa maison, ou pour ainsi dire la maison de sa mère qui l'attendait. Comme chaque fois qu'elle savait qu'il allait rencontrer de ses périples pour aller travailler. Elle l'attendait près de la cheminée avec un bol de soupe maintenu à la chaleur. Oh,
petit bonhomme Tonio, Tonio quand il a découvert ça, après la peur des loups, après la frousse qu'il avait eue, le bol de soupe chaude près de la cheminée, avec la chaleur de tout l'amour de sa mère, ah, il s'est trouvé bien, encore plus bien que les autres fois. Et peut-être aussi encore plus bien que les autres fois, parce que il sentait bien que maintenant, non seulement il était le meilleur joueur de piano à bretelles de toute la région, mais qu'en plus, ce soir, il venait de devenir le seul joueur de piano à bretelles de toute la région qui savait faire fuir les loups grâce aux notes dispensées par son instrument de musique, grâce à sa musique. Petit bonhomme Trinquet, il habitait dans la forêt, dans une cabane, avec sa femme. Et un jour, Petit bonhomme Trinquet et sa femme ont réalisé qu'ils n'avaient plus rien à manger. Petit bonhomme Trinquet s'est dit, il n'y a pas, c'est à moi d'aller chercher Pitance. Alors, il a fait son petit baluchon, et il est parti. Il a quitté la cabane, il a quitté sa femme, il a pris devant la cabane le grand chemin où passent les passants et charrient les charrettes, et il a marché. À un moment, sur le chemin, il a vu quelque chose qui brillait. Il l'a ramassé. C'était un gland, le fruit du chêne. Il l'a mis dans sa poche. Et puis, il a continué sa route. Oh, pas très loin, il y a un chemin sur la gauche qui l'a attiré. Alors il l'a pris. Et puis, il est arrivé au milieu d'une clairière. Au milieu de la clairière, il a fait un trou dans la terre. Il y a déposé le gland qu'il avait trouvé. Il a rebouché. Et puis, tout d'un coup, comme une immense chape de fatigue lui est tombée dessus. Alors, il s'est installé pour dormir quelque peu. Il a l'impression qu'il n'a pas dormi très longtemps. Pourtant, quand il s'est réveillé, bien le paysage autour de lui avait changé. Oui, il s'était endormi dans une clairière, vide de tout arbre, et là, près de lui, trônait un magnifique et immense chêne. Quand on levait la tête, il était tellement haut qu'on n'en voyait même pas le bout. Ce chêne, il avait des branches qui faisaient comme des barreaux d'échelle, une véritable invitation à grimper. Alors petit bonhomme Trinquet, c'est ce qu'il a fait. Il a grimpé. 7 jours et 7 nuits qu'il a grimpé. Et grimpe que tu grimpes est arrivé au paradis. Là-haut, il y avait Saint-Pierre qui l'attendait. « Bonjour, petit bonhomme Trinquet, que puis-je faire pour toi ?» Alors, petit bonhomme Trinquet a expliqué qu'avec sa femme, ils étaient dans le besoin, qu'ils n'avaient plus grand-chose à manger, plus rien même. Saint-Pierre a donné à petit bonhomme Trinquet un apron. Il lui a dit, petit bonhomme Trinquet, quand tu en auras besoin, tu l'étaleras sur une table et tu diras, napperon, couvre-toi. Et le napperon se couvrira des mets les plus délicieux, les plus merveilleux. Petit bonhomme Trinquet a plié le napperon, l'a mis dans son baluchon, a remercié Saint-Pierre, et puis il est parti. Oh, pour redescendre sur terre, il a mis un peu moins que 7 jours et 7 nuits. Ça va toujours plus vite, dit-on en descente. Quand il est arrivé en bas, aussitôt qu'il a eu mis le pied par terre, il a pris le chemin du retour. Il a marché. À un moment donné, il était fatigué. Ça tombe bien. Sur le bord du chemin, sur la gauche, il y avait une auberge. Il y est allé, il a ouvert la porte, il y avait l'aubergiste derrière son comptoir, des clients attablés dans la salle à manger. Il est allé voir l'aubergiste et puis il a réservé une chambre pour la nuit. Et alors, petit bonhomme Trinquet, le généreux, s'est approché d'une table, a étalé son napperon. « Napperon, couvre-toi » a-t-il dit. Et le napperon s'est couvert des mets les plus délicieux, les plus merveilleux. Petit bonhomme Trinquet a régalé toute la galerie. L'aubergiste, les clients, tous, ils s'en sont mis plein la panse. Et quand ils ont été repus, ils sont allés se coucher. Ouais. Mais pendant la nuit, pendant que
petit bonhomme trinquier dormait à point fermé. L'aubergiste est entré dans sa chambre tout doucement. Il lui a pris son napperon. Il l'a remplacé par un autre napperon, un tout point pareil. Enfin presque. Et puis il est sorti. Au petit matin, petit bonhomme trinqué s'est réveillé. Il avait bien dormi. Il a pris son petit baluchon. Et il est parti aussitôt. Il n'avait pas besoin de prendre un petit déjeuner avec tout ce qui s'était mis dans la panse la veille. Et il était pressé de retrouver sa femme. Alors il a marché. Il a retrouvé le grand chemin où passent les passants et charrient les charrettes. Il a vu la silhouette se dessiner de la cabane familiale. Alors il a hâté le pas. Il est arrivé à sa cabane. Il a ouvert la porte, il y avait sa femme, il s'est approché près de la table de la cuisine. Il a étalé le napperon. « Napperon, couvre-toi » a-t-il dit. Mais le napperon ne s'est pas couvert des mets les plus délicieux, des mets les plus merveilleux, non. Alors, petit bonhomme trinquier, il a eu honte, très honte. Il a pris son petit baluchon et il est parti. Il a pris le grand chemin où passent les passants et charrient les charrettes. Et sur la gauche, le chemin qui monte vers la clairière. Au milieu de la clairière, le chêne avec des branches comme des barreaux d'échelle, une véritable invitation à grimper. Alors, petit bonhomme trinquier a grimpé. 7 jours et 7 nuits qu'il a grimpé. Et grimpe que tu grimpes, est arrivé au paradis. Là-haut, il y avait Saint-Pierre qui l'attendait. Il n'a même pas eu besoin de le dire. Saint-Pierre avait préparé un âne. Et il a dit à petit bonhomme trinqué, quand tu seras dans le besoin, tu diras, âne, fais des louis d'or. Et l'âne fera des louis d'or. Rien de plus simple. Petit bonhomme trinquier a remercié Saint-Pierre et puis il est parti. Il a mis cette fois-ci plus que 7 jours et 7 nuits pour redescendre du paradis, parce que descendre du paradis avec un âne, c'est un peu plus compliqué. Mais il y est arrivé. Aussitôt qu'ils ont mis pieds et pattes au sol, ils ont pris le chemin du retour. Ils ont marché ensemble, À un moment donné, petit bonhomme trinquier était fatigué. Ça tombe bien. Sur le bord du chemin, à gauche, il y avait une auberge. Petit bonhomme trinquier, il est entré, il y avait l'aubergiste, il y avait les clients attablés dans la salle à manger, il est allé vers l'aubergiste, il a réservé une nuit. Et puis, généreux comme il est allé près de l'âne, il lui a dit « Âne, fais des louis d'or !» Et l'âne a levé la queue. Et par le petit trou qu'il a là, sous la queue, et que tous les autres ânes du monde entier ont sous la queue. Par ce petit trou-là, il a chié des louis d'or. Des louis d'or en veux-tu, en voilà. Ça tombait comme ça. Et petit bonhomme trinqué avec ses louis d'or, il a acheté les mets les plus délicieux, les mets les plus merveilleux, et il a régalé toute la galerie. L'aubergiste, les clients, tous, ils s'en sont mis plein la panse. Et quand ils ont été repus, ils sont allés se coucher. Oui. Mais pendant la nuit, l'aubergiste est allé dans l'écurie. Il a pris l'âne de petit bonhomme trinquier et il l'a remplacé par un autre âne, en tout point pareil. Enfin, presque. Au petit matin, petit bonhomme trinquier s'est levé. Il avait bien dormi, décidément, dans cette auberge. Pas besoin de petit déjeuner, avec tout ce qu'il avait mangé la veille. Aussitôt, il est allé dans l'écurie, il a récupéré son âne, et il est parti, impatient de retrouver sa femme. Il a marché, et rapidement, il a retrouvé le grand chemin où passent les passants et charrient les charrettes. Et au bout du chemin, la silhouette de la cabane s'est dessinée. Alors il a hâté le pas. Il est entré dans sa cabane, il a tiré au dehors sa femme près de l'âne, et il a dit « Âne, fais des louis d'or !» L'âne a levé la queue, et par ce petit trou qu'il a là sous la queue, que tous les ânes du monde entier ont sous la queue, il a chié. Mais il a chié du crottin d'âne, comme tous les ânes du monde font par ce petit trou qu'ils ont là sous la queue. Oh, petit bonhomme trinqué a eu honte. Il n'osait pas regarder sa femme.
Alors il est parti aussitôt, à nouveau avec son petit baluchon qu'il n'avait même pas déballé. Il a pris en face de chez lui le grand chemin où passent les passants et charrient les charrettes. Il allait d'un pas décidé, le chemin sur la gauche, la clairière, le chêne, les branches avec comme des barreaux d'échelle. Une véritable invitation à grimper. Alors petit bonhomme Trinquier, il a grimpé 7 jours et 7 nuits qu'il a grimpé. Presque il aurait pu faire plus vite. Là-haut il y avait Saint-Pierre qui l'attendait. Il n'a rien eu besoin de dire, petit bonhomme Trinquier. Saint-Pierre avait un bâton pour lui. Quand tu en auras besoin, petit bonhomme Trinquier, tu diras « Bâton, fais ton affaire ». Et quand tu n'en auras plus besoin, tu lui diras « Bâton, cesse ton affaire ». Petit bonhomme Trinquier a pris le bâton. Il a remercié Saint-Pierre, toujours aussi poli, et il a redescendu. Oh, il a jamais fait aussi vite pour redescendre du paradis. C'est qu'il avait une affaire à régler. Aussitôt mis le pied par terre, il a presque couru. Et quand il s'est arrêté à l'auberge sur la gauche, c'est pas parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il avait une affaire à régler. Il est entré dans l'auberge, il y avait l'aubergiste, il y avait les clients attablés. Il a remonté ses manches, il est allé voir l'aubergiste et lui a dit « Tu as quelque chose à me rendre ?» L'aubergiste a fait « Celui qui ne savait pas ?» Qui veut montrer qui insistait, il a attendu, rien à faire. « Bâton, faites son affaire, a-t-il dit. » Et alors le bâton, sans être tenu par personne, comme ça dans le vide, il s'est mis à taper sur l'aubergiste. Et bing, et bang, et bing, et bang, et bing, et bang. Tant et si bien qu'à un moment, l'aubergiste n'en pouvait plus. Il a dit « Arrête, petit bonhomme Trinquier, je vais te rendre ta nappe. » « Bâton, cesse ton affaire, a dit petit bonhomme Trinquier. Et le bâton a cessé son affaire. Alors, l'aubergiste a rendu son apron à petit bonhomme Trinquier, mais petit bonhomme Trinquier attendait. Insistait. L'aubergiste ne voulait rien savoir. « Bâton, fais ton affaire, a dit petit bonhomme Trinquier. » Alors, le bâton s'est mis à taper sur l'aubergiste. Et bing, et bang, et bing, et bang. Des coups, en veux-tu, en voilà, et bing, et bang. Tant et si bien qu'à un moment, l'aubergiste n'en pouvait plus. « Arrête, petit bonhomme Trinquier, je vais te rendre ton âne. » « Bâton, cesse ton affaire, a dit petit bonhomme Trinquier. » Le bâton a cessé son affaire et l'aubergiste a rendu son âne à petit bonhomme Trinquier. Petit bonhomme Trinquier n'a pas demandé son reste. Oh non, pas de nuit supplémentaire, ici, dans cette auberge-là. Avec son âne, avec son apron, il est parti. Très rapidement, il a retrouvé le grand chemin où passent les passants et charrient les charrettes. Et au loin, là-bas, s'est dessinée la silhouette de sa cabane. Il a hâté le pas. Il est entré dans la cabane. Il a ouvert la porte. Il y avait sa femme qui l'attendait. Sur la table, il a étalé le napperon. « Napperon, couvre-toi » a-t-il dit, et le napperon s'est couvert des mets les plus délicieux, les plus merveilleux. Petit bonhomme Trinquier et sa femme s'en sont mis plein la panse. Et quand ils ont été repus, mais non, ils ne sont pas allés se coucher, non. Petit bonhomme Trinquier a tiré sa femme au dehors où il y avait l'âne, et il a dit « Âne, fais des louis d'or ». Et alors l'âne a levé la queue, et par le petit trou qu'il a là sous la queue, que tous les ânes du monde entier ont sous la queue, il a chié des louis d'or en veux-tu, en voilà, assez pour pouvoir vivre jusqu'à la fin des temps. Avec le napperon, avec l'âne, petit bonhomme Trinquier était assuré de pouvoir vivre longtemps et sans besoin. Et avec le bâton, il savait qu'il pouvait se défendre des malotrus, des manipulateurs et autres voleurs. Ils ont vécu longtemps. Peut-être bien que si un jour on se baladait dans la forêt, on les verrait encore là dans leur cabane. Mais il y en a un dont j'aimerais vous parler aussi, c'est l'aubergiste. Quand petit bonhomme Trinquier a eu quitté l'auberge, il s'est dépêché de monter au grenier, où il avait stocké quelques mets les plus délicieux, les plus merveilleux, bah oui. Quand il a ouvert les caisses, les sacs où il avait stocké les mets les plus délicieux, les plus merveilleux, tout avait disparu, enfin, pour mieux dire, tout s'était transformé en feuilles mortes de chêne. L'aubergiste a été inquiet. Du grenier, il est descendu à la cave, là où il avait enterré des caisses de louis d'or. Et quand il a ouvert les caisses de louis d'or, frénétiquement, je vous laisse deviner en quoi s'étaient transformées les pièces d'or, les louis d'or.
Oui, bien entendu. Les louis d'or s'étaient transformés en ce que font tous les ânes du monde entier par le petit trou qu'ils ont là sous la queue. Du crottin d'âne. Cet homme-là, il était chasseur. Bah oui, faut tout pour faire un monde. Un matin d'août, il a eu envie d'aller à la chasse. Il a pris son fusil, et puis il a quitté sa maison. Il a traversé le village, il a pris le chemin, le grand chemin qui monte vers la forêt. Il y a retrouvé, au bord du chemin, son merisier. Il avait un merisier rien qu'à lui, avec une branche accessible, sur laquelle il faisait son perchoir comme un mirador de chasseur. Il a grimpé sur son merisier, puis s'est installé, il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Il n'y avait pas grand-chose ce jour-là. Mais comme c'était le mois d'août, il y avait des merises autour de lui. Alors il en attrapait, il les mangeait. Il en attrapait, il les mangeait. À la première, un parfum d'enfance, une Madeleine de Proust. Ça lui a rappelé, oui, quand il était avec ses copains. Oui, il l'a mangé comme ça, et puis ça a croqué, ça a fait du jus un petit peu qui lui a coulé le long de la gorge. Ça a cliffé, pourrait-on dire, dans les Ardennes. Ce goût de merise. Et le parfum d'enfance, c'était pas seulement le goût, c'était les concours de jeter de noyaux de merise qu'il faisait avec ses copains quand il était gamin. Celui qui lancerait le noyau le plus loin. D'ailleurs, il n'arrivait pas à s'en débarrasser ce jour-là des noyaux. Il mangeait toutes les merises qui étaient accessibles depuis sa branche, depuis son perchoir, son mirador de chasseur, et il avait la bouche qui se remplissait de noyaux. À un moment donné, sur la gauche, ça a bougé. Un renard. Il a pris son fusil, il a cherché ses munitions. Il avait rien, il les avait oubliées. Il avait pris le fusil mais pas les munitions. Ah ouais? Mais des munitions, il en avait plein la bouche, alors il a craché tous ses noyaux dans le goulot du fusil. Il a visé le renard, il a retiré comme ça fait un immense bruit. Le renard a disparu. Il n'a jamais su s'il l'avait eu. Bon. Le renard parti, pas de munitions, même plus de merises à manger, à portée de ses mains. Il n'avait plus rien à faire dans son merisier. Alors il est redescendu. Il a repris le chemin, descendu dans son village. Il est rentré un peu triste en fait. Il avait un peu honte. Il savait bien qu'on le regarderait par les fenêtres dans le village, qu'on beuquerait, qu'on rouetterait, comme on dit dans les Ardennes, et qu'on verrait bien qu'il était rentré de la chasse bredouille. Il avait honte d'être bredouille. Le temps a passé, les saisons ont passé. Après l'été, l'automne. Après l'automne, l'hiver. Après l'hiver, le printemps. Un jour de printemps, à nouveau, où il a eu envie d'aller chasser à cet endroit-là, dans son merisier. Il a pris son fusil, il a pris ses munitions. Il a quitté la maison, quitté le village, emprunté le chemin qui monte vers la forêt, retrouvé son merisier dans lequel il a grimpé. Il s'est installé. Ça faisait pas tellement longtemps qu'il était arrivé que sur la gauche, sur le chemin, ça s'est mis à bouger. Mais c'était très curieux. C'était un buisson. Un buisson avec des fleurs de merisier, des fleurs blanches, qui se déplaçaient sur le chemin. À quatre pattes, rousses. Alors là, tout d'un coup, il a réalisé. Il a réalisé ce qui s'était passé. L'été dernier, quand il avait tiré sur le renard avec des munitions de noyaux de merisier, eh bien le renard, il l'avait eu. Il ne l'avait pas tué.
Mais il l'avait bien visé. Les noyaux de Meurise étaient entrés sous la peau du renard. Et puis il avait trouvé la chaleur nécessaire pour germer. Plein de petites pousses de merisier s'étaient développées. Et comme c'était le printemps, au moment où fleurissent les merisiers, les pousses de merisier étaient fleuries. Le renard était un buisson de merisier ambulant. C'était magnifique. Tellement magnifique que notre homme, notre chasseur, il n'a même pas eu le réflexe de prendre son fusil, d'y mettre les munitions, pas eu le réflexe de tuer le renard. Toute cette poésie-là, ça lui a coupé l'envie de tuer. Alors, il s'est contenté d'observer le renard, buisson de merisier, se déplacer et disparaître dans la forêt. Alors, il est descendu de son arbre, un sourire aux lèvres, il a pris le chemin, il est entré dans le village. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte de revenir sans rien. Ce jour-là, il était fier d'être bredouille.